Les néo-darwiniens essaient d'expliquer tout avec l'idée d'adaptation, mais aujourd'hui nous savons que ce n'est pas le cas. La littérature néo-darwinienne est totalement dépourvue d'esprit critique. Il donne des réponses non plausibles et toute la théorie s'effondre. C'est l'alerte générale dès qu'on touche au darwinisme. Les organismes évoluent, mais la théorie de Darwin n'est pas du tout cohérente. Ce sont les paroles du philosophe américain Jerry Fodor, qui critique de manière très précise la théorie de l'évolution postulée par Darwin et poursuivie par les néo-darwiniens. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons abordé plusieurs fois la théorie de l'évolution, et nous en avons souligné les aspects peu clairs et douteux. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet du point de vue génétique. Nous examinerons en particulier certains points obscurs de notre génome, et nous n'aurons pas peur de nous aventurer dans des scénarios inédits et surprenants. L'ADN, le manuel d'instruction qui rend l'homme différent de toute autre espèce présente sur Terre, cache quelque chose de mystérieux, quelque chose qui peut révéler une origine différente de tout ce que nous pensions connaître. Bien avant de commencer ce voyage fascinant, comme toujours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Les mutations sont à la base de tous les processus évolutifs. L'ADN dans nos cellules, en effet, mute en permanence. C'est un processus physiologique normal, dû au taux d'erreur qui se produit lors des copies que les enzymes effectuent pendant les phases de duplication de l'ADN. On estime que chaque jour, plusieurs milliers de nos cellules subissent des mutations spontanées. Évidemment, à ces mutations, il faut ajouter toutes celles qui se produisent lorsqu'on est exposé à des agents mutagènes, comme par exemple les rayons UV. Cependant, les seules mutations qui peuvent être transmises à la descendance sont celles qui se produisent dans les cellules germinales, c'est-à-dire dans les ovocytes chez les femmes et dans les spermatozoïdes chez les hommes. Là aussi, les chercheurs ont estimé un taux d'environ 60 mutations à chaque génération cellulaire. C'est néanmoins un processus très lent qui, d'une part, est à la base de toutes les maladies génétiques que nous connaissons aujourd'hui et, d'autre part, constitue le moteur de l'évolution telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ces mutations continues, qui sont transmises de génération en génération, contribuent à une détérioration inéluctable de notre génome. C'est un sujet très fascinant que nous avons déjà abordé, et pour ceux qui souhaitent l'approfondir, nous avons traité ce thème dans une vidéo que vous trouverez sur la chaîne. Avant d'aller plus loin, faisons cependant une promesse. À partir de maintenant, nous aborderons des sujets très complexes, mais nous le ferons de la manière la plus simple possible afin que tout le monde puisse comprendre les mystères qui se cachent dans notre ADN. En suivant cette promesse, imaginons notre génome comme s'il s'agissait d'une encyclopédie composée de 23 volumes différents. Les volumes sont nos chromosomes. En réalité, de chaque volume, nous en possédons 2 copies, qui sont similaires car elles contiennent les instructions pour la construction d'un être humain, mais en même temps différentes. Car chaque paire de chromosomes comprend un chromosome hérité de notre père et un de notre mère. Chaque cellule de notre corps a potentiellement à sa disposition toute cette série d'informations, mais en réalité, elle n'est donc capable d'en lire qu'une petite partie, selon sa spécialisation. Une cellule cardiaque et un neurone, par exemple, ne lisent que certains livres de notre encyclopédie, et en particulier ceux qui sont liés à leur fonctionnement. À ce stade, il est naturel de se demander comment les cellules parviennent à lire les informations présentes dans l'ADN. Les informations, pour être déchiffrées, sont transcrites en molécules d'ARN qui sont ensuite traduites en protéines, lesquelles sont les molécules réellement fonctionnelles dans les cellules. C'est ici que naît le premier mystère fascinant. Notre ADN est composé de segments d'ADN, les gènes. Ceux-ci peuvent être codants, c'est-à-dire qu'ils contiennent les instructions pour la synthèse des protéines, ou non codants qui n'ont pas cette propriété. Jusqu'il y a quelque temps, les scientifiques s'étaient pensés que les seuls gènes dignes d'intérêt étaient les gènes codants, c'est-à-dire ceux capables de transcrire le code en molécules d'ARNM et donc en protéines. Mais il y avait cependant un fait très curieux dont ils n'étaient pas encore conscients. Les segments d'ADN codants qui composent les volumes de notre encyclopédie ne représentent que 2% de tout l'ADN, et à ce stade, il était légitime de se demander à quoi servait le reste, soit 98% de notre génome. Au début,
On pensait que cela n'avait pas d'importance particulière, que ce n'était que le résultat, voire la preuve, de tous les processus de rejet dus au processus évolutif. Et il a donc été appelé ADN poubelle, justement pour indiquer sa nature peu importante. Mais cette classification n'a cependant pas duré longtemps. À leur grande surprise, les chercheurs ont découvert que des êtres simples, comme par exemple le Caenor abditis elegans, un petit ver de quelques millimètres qui vit dans la boue, possédait en réalité une quantité d'ADN codant supérieure à celle d'un être humain. Comment était-il donc possible qu'un être aussi simple et élémentaire possède plus de gènes codants qu'un être complexe comme l'homme ? Clairement, quelque chose n'allait pas. Dans cette analyse, ce n'est que plus tard qu'on comprendra que le rôle de l'ADN poubelle est bien plus important qu'on ne le pensait au départ. Bien que certains aspects demeurent mystérieux et pourraient expliquer le mystère de l'homme. Mais gardons ce concept de côté pour un moment, nous y reviendrons plus tard. Maintenant que nous avons compris comment l'ADN est structuré, nous pouvons analyser une première anomalie présente dans notre parcours évolutif. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs ? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Actuellement, nous avons séquencé le génome de 2 de nos cousins éloignés, en particulier celui de l'homme de Néandertal et de l'homme de Denisova. Malheureusement, la qualité du matériel génétique ne permet pas une comparaison précise avec celle de l'homme moderne. La seule façon d'essayer de faire une étude comparative est donc d'analyser l'ADN de nos parents éloignés encore vivants, les chimpanzés. En comparant les deux génomes, on a constaté qu'ils diffèrent d'environ 5%. Ce serait donc un petit pourcentage qui nous différencie de manière aussi significative des singes. Comme nous l'avons dit au début de la vidéo, l'ADN humain est composé de 23 paires de chromosomes, soit 46 au total, tandis que celui des chimpanzés est formé de 24 paires, soit 48 au total. Plus précisément, les chercheurs ont mis en évidence que chez les singes, la paire de chromosomes 2A et 2B s'est fusionnée chez l'homme pour donner naissance au chromosome 2. Cette fusion porte le nom de translocation robertsonienne. Chez l'homme, nous assistons à ce type d'événement lorsque les chromosomes 14 et 21 s'unissent, comme cela se produit chez les individus atteints du syndrome de Down. Parce que les sujets en question possèdent 2 copies normales du chromosome 21 et une copie supplémentaire, bien que partielle, surnuméraire de ce même chromosome 21 attaché au 14. Ils ont donc un chromosome en plus. Si donc il s'agit d'un événement rare mais néanmoins possible, qu'est-ce qui rend mystérieuse cette fusion entre chromosomes, survenue il y a des millions d'années et qui a uni les chromosomes 14 et 21 ? La réponse est simple. Les individus aneuploïdes, c'est-à-dire qui possèdent un ou plusieurs chromosomes surnuméraires, souffrent d'infertilité. Pour être encore plus explicite, la biologie moléculaire ne permet pas de générer un nouvel individu à partir de l'union de 2 gamètes, spermatozoïdes et ovocytes, qui possèdent un nombre différent de chromosomes, car elle considère cet événement comme une erreur qui ne peut pas être perpétuée. Donc pour récapituler et clarifier la situation, il y a des millions d'années, à un moment non bien identifié, un primate, dans lequel avait eu lieu la fusion entre le chromosome 2A et 2B en un seul chromosome, a incroyablement rencontré un autre individu de la même espèce, porteur de la même aneuploïdie, et ceux-ci, en s'accouplant, ont donné naissance à une nouvelle espèce. Pourquoi parle-t-on de nouvelle espèce ?
Parce que, comme nous l'avons dit précédemment, la nature n'autorise pas l'union de deux cellules germinales qui possèdent un nombre différent de chromosomes, car elle reconnaît cette éventualité comme une erreur. Ainsi, le nouveau-né issu de deux parents ayant un chromosome cellule germinale ne pourra plus s'accoupler et engendrer une descendance avec tous ces individus qui ont un chromosome en plus. C'est pour cette raison qu'un hominidé de l'espèce Homo sapiens ne peut pas engendrer une descendance en s'accouplant avec un autre primate. Bien que cette expérience ait été tentée dans le passé, en particulier par le scientifique russe Ilya Ivanov, qui a essayé d'inséminer une femelle chimpanzé avec du sperme humain, cela n'a donné aucun résultat. Ce qui s'est produit il y a des millions d'années, dans un endroit reculé d'Afrique, est donc sans aucun doute un événement très rare. Et ce sont justement les très faibles probabilités que cet événement se soit produit et qu'il ait donné naissance à notre espèce qui ont suscité de nombreux doutes chez plusieurs chercheurs. À cela, il faut ajouter un autre détail, l'analyse du chromosome en question, soumise à des examens précis. Elle aurait soulevé d'autres doutes et incertitudes. Les singes ont 48 chromosomes, mais les êtres humains en ont 46, donc les évolutionnistes ont une divergence dans le nombre de chromosomes. Et ils ont besoin d'une solution qui, d'une certaine manière, rapproche génétiquement l'homme des singes. Ils pensent que 2 chromosomes de singes se sont fusionnés pour former le chromosome humain numéro 2. En fait, ils ont trouvé une séquence appuyant cette hypothèse. C'est un segment d'ADN avec quelques séquences de télomères, comme celles que l'on trouve à l'extrémité des chromosomes, au milieu du chromosome 2. Ils l'ont appelé le site de fusion. Dans une fusion chromosomique, il devrait y avoir 2 cicatrices génétiques et on devrait avoir un centromère fossile en plus du site de fusion. Il s'avère que le soi-disant centromère fossile se trouve aussi au milieu d'un gène, un grand gène codant pour des protéines. Ce prétendu fossile serait impossible à former lors d'une fusion, donc la fusion est réfutée. Dans cet événement rare et improbable, certains chercheurs voient pas la preuve que l'homme et le singe n'ont aucun type d'ancêtre commun. D'autres, en revanche, y voient une intervention sophistiquée d'ingénierie génétique réalisée par une entité extérieure qui, d'une certaine manière, a sélectionné l'espèce humaine, l'éloignant à jamais de son ancêtre simiesque. Certainement, s'il s'agissait d'un événement naturel, il s'agit de quelque chose d'extrêmement rare et, à certains égards, de bizarre. Bizarre car toutes les conditions connues d'aneuploïdie chez l'homme sont rarement compatibles avec la vie, et lorsqu'elles le sont, elles entraînent des conditions pathologiques, comme dans le cas du syndrome de Down. À cela, nous devons ajouter un autre détail. Nous ne savons pas, en termes pratiques, ce qu'a impliqué la fusion de ces 2 chromosomes, ni quel caractère cet événement a conféré à la nouvelle espèce, mais il est hautement improbable, voire impossible, que cela seul ait déterminé les particularités humaines. La seule chose dont nous soyons certains, c'est que cela l'a définitivement séparé de tous les autres êtres simiesques, en faisant de lui une nouvelle espèce. Maintenant que tout cela soit le fruit de l'improbabilité du hasard ou d'une intervention extérieure, cela reste une question fondamentale à laquelle il faut répondre. Qu'est-ce qui a fait de l'homme l'être unique que nous connaissons ? Répondre à cette question n'est certainement pas simple, mais en analysant notre ADN, une hypothèse très intéressante émerge. La réponse pourrait en effet venir d'un événement extérieur à notre planète. Mais procédons par ordre et reprenons le concept dont nous avons parlé dans la première partie de la vidéo, celui de l'ADN codant et non codant. Comme nous l'avons dit, la majeure partie de notre ADN est non codante et, pendant longtemps, elle a été considérée comme inutile. Mais c'est justement dans ce que l'on appelait l'ADN poubelle que l'on a identifié des gènes particuliers appelés jumping genes ou gènes sauteurs qui présentent des caractéristiques très particulières. En effet, ces séquences d'ADN ont la capacité de se dupliquer et de se recopier dans différentes parties du génome grâce à un mécanisme de rétrotranscription.
En quelques mots, c'est comme si, à l'intérieur de l'ADN, il y avait des séquences folles qui, de temps en temps, décident de créer une copie d'elles-mêmes dans les endroits les plus inattendus du génome, le modifiant ainsi. Ces éléments rétrotransposables sont considérés comme responsables des importants remaniements subis par notre génome, ainsi que de l'élargissement de l'ADN non codant. Pour simplifier, on peut dire que ces éléments ont l'incroyable capacité de façonner notre ADN en faisant émerger de nouveaux gènes à partir de segments d'ADN inutilisés. Cependant, ces éléments incroyables, après avoir participé à la création du projet Homme, se sont désactivés. Ils ont accumulé des mutations qui les ont éteints. Mais il existe cependant certaines méthodes capables de réactiver ces petits ingénieurs et de les réveiller de leur sommeil génétique. Actuellement, le seul endroit où ceux-ci peuvent se réveiller, c'est dans les neurones. Et lorsque cela se produit chez l'individu, des pathologies neurodégénératives ou neuropsychiatriques se développent. Mais des études menées sur les rongeurs ont montré que la réactivation de ces éléments rétrotransposables peut également apporter des bénéfices ou des particularités spécifiques, comme par exemple la formation de la mémoire à long terme. Les stimuli capables de les réactiver sembleraient être le stress environnemental, les hautes températures et les radiations ionisantes. Pour clarifier le concept, utilisons l'exemple de l'encyclopédie. Et faisons semblant que notre ADN codant soit tout le texte présent dans les tomes qui composent nos volumes, et que notre ADN non codant soit des milliards de mots apparemment sans signification. Ces gènes particuliers ont la capacité de prendre les mots individuels et de les insérer à l'intérieur des phrases qui se trouvent dans les volumes de notre encyclopédie, de sorte que celles-ci prennent de nouveaux sens. Le comportement de ces gènes pouvant être influencé par des facteurs extérieurs, cela ouvre la voie à des spéculations et théories non fascinantes. Il est donc possible que notre évolution ait été d'une certaine manière guidée par des événements dont nous ignorons actuellement tout. Il y a 2 millions d'années, époque à laquelle aurait eu lieu une supposée diversification parmi les hominidés relativement près de notre planète, l'explosion d'une étoile a inondé la Terre de radiation. Il est donc possible que ces radiations aient influencé notre évolution. Et si d'une certaine manière cet événement avait donné une impulsion à l'histoire de l'homme, déclenchant ces changements dans notre ADN qui ont permis les particularités qui distinguent notre espèce, pourquoi cela n'a-t-il pas influencé tous les autres êtres vivants présents sur Terre ? Les sauts d'espèces, le mystère du Cambrien et la soudaine floraison d'innombrables formes de vie, les anomalies évolutives que nous constatons dans les recherches, tout cela a peut-être été déclenché par un événement extérieur qui a donné l'impulsion pour que tout cela se produise. Ce sont toutes des questions fascinantes, d'autant plus qu'aujourd'hui nous avons découvert un autre aspect qui a révolutionné notre compréhension de l'ADN. Comme nous le disions, l'ADN codant pour la transcription des informations fonctionne de cette manière. Les gènes codent l'ADN en ARN, qui est ensuite transformé en protéines. Eh bien, on pensait que c'était la seule façon de générer de l'information, et que c'était un passage obligé, à tel point qu'on l'a appelé le dogme central de la biologie moléculaire. En réalité, nous avons constaté que cela ne se passe pas ainsi. Le processus inverse peut également se produire, c'est-à-dire que des chaînes d'ARN peuvent à leur tour devenir de l'ADN. Cet axiome est très important car il constitue l'un des fondements de toute la théorie de l'évolution. Un événement aléatoire qui se produit lors de la transcription du matériel génétique donne naissance à une mutation qui détermine ensuite un caractère pouvant favoriser l'évolution. Mais si nous avons des événements de transcription inverse, c'est-à-dire des molécules d'ARN qui se transforment en ADN, cela signifie que tous les changements génétiques ne se produisent pas uniquement par des mutations aléatoires, mais qu'ils peuvent être générés par le génome lui-même. Le génome est donc capable de se modifier lui-même et de donner naissance à de nouveaux caractères. Si nous acceptons cela, alors tous les fondements sur lesquels repose la théorie de l'évolution s'effondrent, et nous devrions alors nous demander ce qu'est réellement l'ADN. La réponse pourrait être qu'il s'agit d'un code, la matrice créatrice de toutes les formes de vie. Une vaste encyclopédie où sont répertoriées toutes les formes de vie possibles. Un code soumis à des mutations aléatoires, mais qui peut en même temps intervenir sur lui-même. L'impossible improbabilité de tous ces événements qui jalonnent l'évolution de la vie. Il ne deviendrait un pas moins improbable si nous admettions, ne serait-ce qu'un instant, que les briques qui forment la vie ont suivi un parcours prédéterminé. Et si nous acceptions tout cela, qu'est-ce donc que ce guide extérieur ?
Est-ce une information qui voyage dans l'univers sous forme d'énergie? Une information née avec l'origine de l'univers? Pour l'instant, nous n'avons fait qu'effleurer la surface d'un mystère qui entoure non seulement l'origine de l'homme, mais la vie elle-même. La réponse à toutes nos questions pourrait être cachée en nous. Nous pourrions enfin expliquer l'énigme non seulement de notre origine, mais de la vie elle-même. Une énigme qui paraît chaque jour plus nous relier à quelque chose d'alien, à ce qui imprègne tout l'univers. Ceci est une autre histoire que nous verrons bientôt. Arrêtons-nous ici pour l'instant. Nous sommes vraiment curieux de connaître votre avis. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car votre soutien est fondamental pour nous. À la prochaine histoire.